ce moment. On est ensemble pendant une heure max. Ça terminera peut-être un petit peu avant, peut-être pas, on verra. Mais l'idée, ça ne dépassera pas en tout cas les midis. C'est important de respecter les horaires pour que tout le monde s'y retrouve. Euh, alors, moi, je suis donc Pierre Grimaud, je suis chargé de mission à l'ARAC Pays de la Loire. Alors, j'adore poser cette question en présentiel habituellement, parce que je pose cette question de est-ce que vous connaissez l'ARAC? Alors là, Bertrand, je ne vois pas le chat, je sais pas pourquoi. J'essaierai de trouver une solution tout à l'heure. Peut-être si les gens répondent oui ou non, je serais très curieux de savoir. Mais en tout cas, on est encore un petit peu méconnu. Malheureusement, pourtant, on est une structure qui est née en 83 en France et 86 en Pays de la Loire. Initialement, c'était une association de droit privé, mission de service public, c'est celle d'accompagner les entreprises sur l'amélioration des conditions de travail. On est passé depuis le 1er janvier 2023, donc assez récemment en fait, sur la fonction publique d'État. Et donc on dépend du ministère du Travail via l'ANAC, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Et vous avez également des ARAC dans chaque région de France. Voilà. Alors Pierre, pour te répondre, on a un équilibre, je dirais, entre des oui et des non. Donc voilà, la moitié de l'auditoire, enfin la moitié des personnes qui ont répondu connaissent l'ARACT et puis l'autre moitié, et on doit dire effectivement l'ANACT aujourd'hui, et l'autre moitié ne connaît pas. Bon, ça marche, merci. Donc, ARAC, Agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail. Et donc, vous avez une agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Je le répète, des ARAC dans chaque région de France, et puis on verra tout à l'heure sur les sites internet des choses comme ça. Nos missions à nous, pour faire très simple, c'est d'être pillés au maximum, d'être pillés par les entreprises et d'être pillés par les partenaires, par les consultants, des choses comme ça, sur tout ce qui est outils pour accompagner les entreprises sur l'amélioration des conditions de travail. Moi, mon job, il est rempli. Si l'entreprise, elle a une thématique, par exemple, qualité de vie au travail, tiens, c'est ce qu'on va travailler aujourd'hui, et qu'elle soit autonome pour réaliser ce projet en interne parce qu'elle a trouvé les vidéos, les documents, les ressources sur notre site internet, via nos formations, via nos sensibilisations. Donc, globalement, nos interventions, c'est on expérimente auprès de certaines autres structures, on développe des outils et on les diffuse au plus grand nombre. Donc, je vous montrerai tout à l'heure où trouver nos ressources éventuellement s'il y a besoin. Voilà. Aujourd'hui, on va bosser sur la thématique marque employeur QVCT. Quel levier pour accompagner les entreprises et renforcer leur attractivité? Euh, Ça fait partie, marque employeur, QVCT, ça fait partie d'un des sujets d'action de l'ARAC. Je termine très rapidement là-dessus, sur les thématiques d'intervention. Donc QVCT, qualité de vie et des conditions de travail, égalité professionnelle, management, écologie au travail. On fait aussi des baromètres sociaux, usure pro, violence sexiste et sexuelle au travail, des questions sur l'attractivité, relations sociales, tout ça. Voilà. Et les modalités d'intervention, c'est de l'accompagnement individuel et puis également du collectif, de la formation, de la sensibilisation comme on fait aujourd'hui, création d'outils, tout ça. Voilà pour la RAG, voilà pour nos missions. Et donc, ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est plutôt marque employeur et QVCT. Le lien est assez facile à faire, vous allez le voir. La marque employeur, d'abord, c'est l'ensemble des caractéristiques de l'image de marque d'une entreprise auprès de ses salariés et futurs candidats pour les impliquer, pour les attirer, pour les recruter et pour les fidéliser. Globalement, on peut schématiser en disant que la marque employeur, on est sur attirer les candidats, donc comment faire en sorte qu'ils vont candidater à nos postes, les recruter, donc le processus de recrutement, et la fidélisation, comment faire en sorte que les personnes qu'on a recrutées restent chez nous. Cette partie fidélisation, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais en tout cas, cette partie fidélisation là en vert, elle est souvent un peu mise de côté sur l'aspect marque employeur. On a des structures qui font ça très très bien, notamment des agences de com, des agences RH, qui sont très très forts sur attirer, sur recruter des candidats pour aider les entreprises à ça, ou même les partenaires. Sur l'aspect fidélisation, c'est un peu moins. Souvent, on a affaire à des coquilles vides, en fait, avec voilà, des choses qui sont très très bien faites pour attirer, pour recruter. Par contre, quand on venait dans le concret sur le travail, là, c'est plus compliqué. Et c'est là-dessus où je vais axer mon intervention, évidemment, hein. D'abord des chiffres, quelques chiffres très révélateurs sur la marque employeur. 33% des candidats français déclarent qu'ils refuseraient catégoriquement un emploi dans une société ayant mauvaise réputation. Un candidat sur trois. 84% des employés envisagent de quitter leur entreprise pour une autre ayant une meilleure réputation. Et enfin, une marque employeur forte augmente de 50% le nombre de candidatures de candidatures très qualifiées. Et là, c'est des chiffres de 2019. C'est pas des chiffres anodins, notamment dans notre région Pays de la Loire, où même avant le Covid, on était
avec un taux de chômage très faible, où moi, depuis que mon arrivée sur le réseau en 2018, bah, une première mission, c'était sur l'attractivité des métiers. Comment on fait en sorte pour recruter. C'est pas anodin en France aujourd'hui pour un employeur de voir que bah, ça peut potentiellement augmenter ses candidatures de 50%, quoi. Et je suppose que avec tous les partenaires que vous êtes là à l'écran, je suppose que vous en avez conscience de tout ça. D'un point de vue un peu plus local cette fois, sur 160 entreprises interrogées par le MEDEF Sarthe en 2021, donc assez récemment en fait, 84% indiquent avoir des difficultés à trouver des profils de candidats adaptés. Alors là, je suis sûr que vous avez plein d'exemples en tête. Vous pouvez même potentiellement les écrire dans le chat si vous le souhaitez, si vous avez des exemples. Et 54% se plaignent de ne pas recevoir suffisamment de candidatures. Et là, je vous confirme bien, hein, que ce soit sur les interventions sur le secteur de l'hôtellerie, de la restauration, dans les métiers du bâtiment notamment, avec des exemples très marquants d'entreprises qui se sentent complètement démunies pour attirer des salariés. Alors là, c'est l'exemple du MEDEF, une enquête MEDEF Sarthe, assez récente. On peut le mettre partout, hein, sur tous les territoires de la région. Aract, on intervient sur les 5 départements, et sur les 5 départements, on a des demandes sur l'attractivité de l'entreprise. Voilà. Ça s'explique en partie par 2 évolutions de comportement qui sont identifiées chez les candidats et chez les salariés, pardon. Un attachement moindre à l'entreprise en tant que lieu de carrière, évidemment. On est plus dans une forme de mobilité aujourd'hui. On n'hésite pas à bouger d'entreprise, à refuser des CDI. Vous avez sûrement aussi plein d'exemples en tête. Et une attention toute particulière portée aux conditions de travail. C'est-à-dire que la façon dont je vais faire mon travail, est-ce que j'ai la marge de manœuvre pour le faire, l'autonomie pour le faire, les compétences et également les ressources pour le faire, tout ça, ça va être pris en compte aujourd'hui pour mener, pour être attractif pour une entreprise. Voilà. Euh, évidemment, je n'ai pas précisé, mais la marque employeur, un contexte ça c'est une notion qui est apparue assez tôt, dans les années 70-80, vraiment développée aux États-Unis à partir de 90 et arrivée chez nous plutôt que 98-99. Cette explosion, elle est liée aussi à une société qui est une société de l'information, où aujourd'hui tout se sait très vite, où la notion de transparence est assez importante pour plein de générations. Et que voilà, une entreprise qui ne propose pas forcément des conditions attractives, et ben très vite ça peut se savoir, ça va se savoir. Il y a plein de sites internet qui permettent de trouver ça, les réseaux sociaux. Voilà, la société de l'information a fait que la marque employeur a pris aussi cet essor et cette importance. Voilà. Euh, évidemment, alors Bertrand vient de le mettre à l'instant, c'était aussi ce que j'allais vous proposer. Moi, je peux vous assommer pendant 1 heure avec des diapos, mais si vous avez des questions, des remarques, des conseils, des exemples, je suis très preneur aussi. Voilà, d'être dans cette. Voilà, si vous avez des questions en direct, n'hésitez pas. Ça me ferait vraiment plaisir. La marque employeur, globalement, j'ai donné une définition tout à l'heure. On peut arriver à identifier d'abord l'identité employeur, de ce qu'elle est composée, la marque employeur. L'identité employeur, ça va être bah, évidemment son histoire, ses métiers, quel type de pratique je peux avoir, les valeurs, les missions. Aujourd'hui, il y a des structures qui mettent en avant cette historique. Bah voilà, on est une maison, souvent le terme maison, maison fondée en 1805 par exemple. Voilà, on met en évidence, bah voilà, pour les salariés, ça peut être aussi un gage bah, de tenue d'entreprise, une structure qui va pas forcément très bien, mais en tout cas qui a des fondamentaux intéressants. À l'inverse, des structures qui viennent d'être créées tout récemment, ça peut aussi être synonyme d'une énergie, d'une forme de dynamisme qui peut attirer aussi des salariés. Évidemment, les valeurs, les missions de l'entreprise, les fameuses chartes de valeurs, bah, mine de rien, c'est du temps aussi qui peut être bien, bien investi parce que en qualité de recrutement derrière, ça peut faire la différence. Il y a également les pratiques employeurs, organisation du travail, pratiques managériales, parcours, évolution pro, autonomie, équilibre vie pro et perso. On va le voir encore il y a plein d'autres thématiques là derrière. Moi, c'est évidemment là-dessus, hein, vous l'aurez compris, où j'essaie d'être le plus euh, communicatif sur ces questions parce qu'il y a plein de structures qui mettent en évidence cette identité, l'employeur, et puis le troisième point qui est l'image et la réputation de l'employeur. N'hésitez pas aussi à travailler un petit peu le fond, la pratique employeur. Et donc le troisième point, l'image et la réputation employeur, la représentation de l'entreprise par ses salariés, la perception et l'opinion qu'a le public de l'entreprise, avec des réseaux, des choses comme ça. On a plein d'exemples d'entreprises qui, avec un mauvais produit par exemple, et bah, certes, ça fait fuir les consommateurs, mais ça fait fuir également les personnes qui auraient envie de candidater chez vous. Ah oui, euh, il y avait un petit slogan avec un collègue qu'on avait trouvé, vous savez, les bifidufacti, je crois, c'était une marque de Danone qui avait fait ça. Ce qu'on mange ce qu'on voit à l'extérieur se voit à l'intérieur ou l'inverse. Bon, bref, ce que l'entreprise fait à l'intérieur se voit à l'extérieur.
C'est vraiment l'accent que je vais mettre là-dessus aujourd'hui, évidemment. La marque employeur, les objectifs, pourquoi faire une marque employeur? Bah, donner envie aux gens de rejoindre l'entreprise, évidemment. Donner aux gens de s'y investir et donner envie aux gens d'y rester tout simplement. Un petit point également sur l'objectif l'employeur. J'avais une entreprise là que j'ai vue il y a un mois et je trouvais l'exemple qui était très intéressant du chef d'entreprise, une entreprise qui fait des serres, qui est basée à Luçon dans le sud Vendée. Il m'a dit cette phrase telle qu'elle, hein. Aujourd'hui, c'est pas le commerce qui fait les affaires, c'est la capacité en ressources humaines à les faire. C'est-à-dire que ce monsieur, globalement, les commandes, ça va très très bien. Par contre, pour attirer des salariés à Luçon, c'est beaucoup plus compliqué. Et je dis Luçon, ça aurait pu être Cholet, ça aurait pu être l'Aglo Nantes parce que les loyers sont délirants et parce qu'il y a plein d'autres problèmes sur la mobilité, sur les transports, des choses comme ça. En Nord-Sarthe, à Laval, il y a plein de territoires, plein d'entreprises aujourd'hui pour qui les affaires vont bien. Par contre, pour attirer les candidats, c'est une vraie tannée. Il faut arriver à se lever très tôt. Il faut mettre en place une démarche construite très tôt. Et c'est là-dessus où nous, notamment à RACT, on les accompagne, mais que demain, les partenaires, les consultants peuvent faire également, évidemment. Donc l'objectif, rejoindre l'entreprise, s'y investir, y rester, et ben tout ça, ça a un lien très fort avec les notions de QVCT, qualité de vie et les conditions de travail, QVCT. Au quotidien, les besoins exprimés par les salariés, c'est de quoi? Horaire, équilibre vie pro-vie perso, la reconnaissance au travail, hein, que ce soit pécunier ou autre chose, les formations, les évolutions de carrière, comment on fait en sorte d'évoluer sur mon poste, c'est des notions qui sont de plus en plus demandées par les salariés. Ok, où est-ce que je serai dans 2 ans après mon recrutement? L'intérêt de l'activité, le sens au travail, est-ce que je bosse pour une structure dans laquelle je m'y retrouve, ou est-ce qu'il y a une forte dissonance entre ce que je fais aujourd'hui et ce que je crois qui est bon pour la société de demain? Et évidemment, toutes les questions sur l'autonomie, sur la charge de travail, sur l'engagement, le sens sociétaux, qualité des relations avec les collègues, hein. Malgré le fait qu'on ait beaucoup de télétravail à plein de structures, c'est pas le cas. La qualité des relations avec les collègues, c'est évidemment une notion importante. L'équipement et les locaux de travail, c'est également des choses qui sont exprimées par les salariés pour rejoindre une structure et puis surtout y rester. Le pire, hein, c'est évidemment des salariés, on a fait tout un effort de process de recrutement, on lui promet monts et merveilles, des salles de pause incroyables, des évolutions de poste, de carrière, tout ça, et après 6 mois, il se rend compte que rien de tout ça n'existe. La personne part, l'entreprise a perdu du temps sur le recrutement, du temps sur la formation, et également une réputation parce que le salarié, il va forcément exprimer un petit peu ses ressentis dans son entourage ou à travers des réseaux, des choses comme ça. J'ai pas vu s'il y avait des questions, des remarques, pas pour l'instant. Ça marche. N'hésitez pas non plus. Encore une fois. Mon débit peut être rapide, mais on prendra le temps de répondre aux questions. Donc, QVCT, vous avez vu le lien marque employeur QVCT. Titre précision sur la qualité du haut travail. Le 19 juin 2013, il y a eu l'accord national interprofessionnel, l'ANI, qui a défini cette notion de qualité du haut travail comme étant euh, un élément qui vise d'abord le travail, les conditions de travail, la possibilité qu'elles ouvrent ou non de faire du bon travail, dans une bonne ambiance, dans le cadre de son organisation. Et peut-être un peu plus concrètement, la qualité du haut travail, ce sont les conditions dans lesquelles les salariés exercent leur travail et leur capacité à s'exprimer et à agir sur le contenu de celui-ci qui détermine la perception de la QVT qui en résulte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les conditions de travail, c'est une chose, mais c'est également la capacité pour les salariés, pour les employés, de potentiellement agir sur les conditions de travail, les faire évoluer, les transformer. Euh, Tout ça va jouer sur leur perception de ces conditions de travail et de la QVT. Et donc, c'est évidemment, ça va impacter sur la façon de mener une démarche qualité de vie au travail. On va le voir juste après. Avant ça, on a un petit quiz à vous proposer avec Bertrand. Et je crois que Bertrand, il y a un test peut-être qu'à faire là, via Zoom peut-être. Ouais, du coup, effectivement, je vais tenter de lancer le sondage. Vous allez me dire si vous voyez le sondage. Normalement, ça y est, il est lancé. Vous allez pouvoir commencer à répondre. Et s'il y a un souci, n'hésitez pas à m'informer par le chat. Alors moi, je vois le quiz. OK. Et que les participants voient. Oui, c'est OK. Eh ben, écoutez, c'est parti. Vous avez 5 questions. On va vous laisser 2-3 minutes le temps que vous puissiez répondre. Je peux lire les questions. La première question, se soucier de la QVT, c'est avant tout proposer un baby-foot et ou des corbeilles de fruits aux collaborateurs. Réponse oui ou non.
La deuxième question, les petites structures ne sont pas concernées par la QVT, oui ou non? La troisième question, la QVT, est-ce parler de stress de façon plus positive? Donc là, vous avez aussi deux propositions. Oui, c'est une façon plus politiquement correcte de parler de stress au travail. Non, c'est une approche globale qui vise à agir sur le travail en se préoccupant autant de la santé. Et je n'ai pas la fin de la phrase, mais je vais vous la trouver. euh, de la santé des collaborateurs que de la performance de l'organisation. La quatrième question, si notre entreprise est performante et que les collaborateurs sont globalement satisfaits, est-ce utile de travailler sur la QVT? Qu'en pensez-vous? Oui, cela peut être utile pour tester de nouvelles façons de travailler. Non, cela ne fera qu'ajouter des contraintes supplémentaires. Et puis la dernière question, le lancement d'une démarche QVT nécessite-t-il des compétences spécifiques? Oui, il faut absolument des compétences spécialisées en conduite de projet QVCT. Non, euh, il faut d'abord s'approprier les principes et enjeux de la QVCT, puis s'appuyer sur les compétences dont dispose l'entreprise en les consolidant si besoin. Alors, eh ben, écoutez, on a 21 réponses, donc encore 30 petites secondes pour vous permettre de répondre. Alors, j'ai un message de Sandrine qui nous dit: je viens de le fermer. Oups, je ne sais pas si vous allez pouvoir y réaccéder. En haut de votre écran, peut-être Sandrine, vous avez en haut ou en bas, vous avez une barre qui peut s'afficher et vous avez l'option sondage peut-être. Donc, on va pouvoir mettre fin au sondage et puis Pierre va nous donner les éléments de réponse. Donc, je mets fin au sondage et puis je vais partager les résultats. Normalement, vous devez les voir s'afficher. Alors je vois les résultats et on a un bon groupe. Vous êtes déjà bien sensibilisé à ces questions, visiblement. Déjà. La première question, c'est de la QVT, c'est avant tout proposer un baby-foot ou des corbeilles de fruits aux collaborateurs. Vous êtes 95% à avoir dit non. Alors, mettre à disposition un baby-foot, des corbeilles de fruits, des corios yoga, parfois on a des viennoiseries, des choses comme ça. Tout ça, ça peut être utile hein, d'un point de vue pour certains employeurs, mais évidemment, c'est pas suffisant. Euh, Ça peut même parfois être mal vécu pour des collaborateurs si les conditions de travail ne permettent pas de bien travailler au quotidien. On va dire que tous ces aspects peut-être un petit peu cosmétiques, euh, bah, ça va être un peu la cerise sur le gâteau. S'il y a que la cerise elle tombe. Voilà. On peut s'intéresser plutôt, nous, QVT, à ce qui fait le cœur du gâteau, un peu la farine, quoi. La QVT doit prioritairement s'intéresser au travail et à ses conditions de réalisation pour permettre de faire du bon travail. C'est ça qui va permettre l'engagement des salariés et c'est ça qui va permettre la performance de l'entreprise. Le fait d'avoir un baby-foot, des corbeilles de fruits, du massage, pour une entreprise, ça va pas faire évoluer ses performances en tant que telles. Du coup, ça va pas être tenable sur le long terme et c'est pas ça qui va satisfaire les salariés. Donc, pourquoi pas, mais c'est la cerise sur le gâteau. Travaillons d'abord sur le travail, sur une organisation, l'articulation vie pro-vie perso, tous les éléments qu'on a pu voir un petit peu avant. Mais je vois que vous étiez déjà bien sensibilisé à la question. La deuxième question était, les petites structures ne sont pas concernées par la QVT. Toutes les structures, alors peut-être en termes de résultats, 91% de non. Effectivement, la réponse serait plutôt non, parce que toutes les structures sont évidemment concernées par une démarche QVCT. Moi, j'accompagne voilà, au quotidien. Alors, à l'ARAC, on se cantonne plutôt à des PME, TPE. Donc, moi, j'accompagne des structures qui sont de 230 salariés à des entreprises de 3 ou 4 salariés parfois. Euh, c'est un vrai sujet pour les entreprises parfois, pour peut-être de petites entreprises, de mettre une démarche qui soit adaptée à ses besoins, à ses enjeux. Évidemment, une structure de 230 salariés, elle va peut-être avoir une personne qui sera dédiée à 20% sur des missions de QVCT, parfois même une personne à 100%. Mais une personne qui va être 2 à 3 salariés, bah, va faire avec ses moyens et avec ses enjeux. Les enjeux sont différents, les moyens derrière sont différents, les ressources également. Donc une petite structure peut bien évidemment se lancer sur une démarche qualité de vie au travail. Voilà. Évidemment, hein, quand on est une structure de moins de 20 salariés, on va encourager l'entreprise à mettre en place des projets qui seraient peut-être un petit peu plus modestes, mais qui pourraient
derrière, pareil, être diffusé sur les offres d'emploi, diffusé sur les réseaux, sur le site internet, des choses comme ça. Voilà. Donc, petite entreprise, bah, peut-être petit projet. Grosse entreprise, peut-être un peu plus gros projet. Quoi qu'il arrive, sur une démarche, quand même, au démarrage, pour une première fois dans une structure, c'est une démarche d'amélioration continue, hein, mais pour un premier lancement, ça peut être pas mal d'avoir un petit projet, même pour une grosse structure, de voir comment ça fonctionne avant d'en faire un plus gros projet. La troisième question, la QVT pour vous, est-ce parler de stress de façon plus positive? Alors, je regarde vos réponses. Vous étiez à 100% à un non. Voilà. Euh, Effectivement. Une démarche QVT propose une approche qui est un peu plus globale avec des principes qui soient différents. On est plutôt dans de la prévention du stress au travail, s'il y avait identifié. Et puis surtout, on est sur des démarches qui vont proposer d'expérimenter des nouvelles façons de travailler pour l'amélioration des conditions de travail et pour les résultats de l'entreprise. Les RPS, il faut bien comprendre, ou le stress quand il est pathologique, euh, va plutôt également mobiliser des compétences différentes de la qualité du travail. Sur les questions de stress, on va plutôt affaire à des infirmiers, des infirmières, des médecins, des psychologues du travail, des intervenants plutôt sur de la prévention tertiaire. Donc le mal est là, comment on fait en sorte pour le traiter. La QVT, ça peut être bien en amont, avec de la prévention plutôt primaire, comment on fait en sorte de proposer des conditions de travail qui empêchent l'apparition potentiellement de stress. J'espère que c'est clair pour vous. Si notre entreprise est performante et que les collaborateurs sont globalement satisfaits, est-ce utile de travailler sur la QVCT? Qu'en pensez-vous? Sur vos réponses, on avait. Oui, très bien. Oui, cela peut être utile pour tester une nouvelle façon de travailler. Bah, effectivement, la QVCT, on est sur une démarche d'amélioration continue. Ça permet de progresser, y compris lorsque la situation est déjà satisfaisante. Pourquoi? Parce que ça peut permettre également d'identifier des thématiques qui sont en train d'arriver, tout ça, et de d'être directement dessus et d'être précurseur sur des innovations, des demandes d'innovation sociale par les salariés. En ce moment, par exemple, la semaine de 4 jours, là, depuis 3-4 ans, il y a des structures qui ont travaillé sur la semaine de 4 jours avec une démarche qualité de vie au travail. Ça permet de progresser, en fait, même que lorsque la situation est déjà satisfaisante. Voilà. Euh, Bon, voilà, je vois que le temps file très vite, donc c'est OK pour ça. Je vois pour vous de votre côté. Le lancement d'une démarche QVCT nécessite des compétences spécifiques. Alors, ça peut être pas mal pour une structure d'avoir une personne qui sache au moins faire un peu de gestion de projet. Plus je fais une démarche qualité du travail, plus j'ai l'impression de faire de la conduite de projet pour les structures. Donc, ça peut être intéressant d'avoir une personne qui est un peu sensibilisée ou qui est formée à la conduite de projet. Après, en termes de compétences particulières, pas forcément. Ça peut être bien d'avoir des compétences complémentaires sur des moments très spécifiques, par exemple l'aide d'un consultant ou d'une consultante, l'aide de l'ARAC potentiellement à des besoins, euh, sur des méthodes participatives, sur des animations de réunion, des choses comme ça, sur du diagnostic, pourquoi pas. Mais normalement, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'outils, beaucoup de vidéos, beaucoup de retours d'expérience d'entreprise qui permettent à des structures de se dire, bon, ok, on a envie de se lancer, on prend connaissance de tout ça, on a des bases en conduite de projet, c'est bon, on peut y aller, quoi. Ce qui est important, on va le voir un petit peu tout à l'heure, c'est la notion de démarche qui soit collective et qui est représentant direction, représentant salarié dans cette démarche. Sinon, on ne sera pas forcément sur une démarche qualité de vie au travail. Le QVCT et QVT à QVCT, vous avez vu que sur certains documents là était encore écrit QVT. Moi aujourd'hui, je vais plutôt vous parler de QVCT. Justement, le C a été rajouté assez récemment, enfin, récemment à l'échelle de la QVCT, c'est en 2020, juillet 2020. Le C pour conditions de travail. Vous l'avez vu, il y a eu plein d'abus avec le QVCT où c'était seulement qualité de vie au travail avec conciergerie, baby-foot, décoration des salles de pause. Le C a été rajouté pour mettre l'accent sur conditions de travail aussi. Parce que les actions dites de confort ou périphériques au travail, c'est bien, mais c'est pas assimilable à une vraie démarche qualité de vie au travail. Donc, on les laisse de côté, c'est pas suffisant. Voilà. Donc, vous trouvez sûrement des documents où on est plutôt sur QVCT. Voilà. Ah bah c'est ce que je disais, voilà, les actions périphériques sont sur le côté. OK pour ça? Je vois qu'il n'y a pas forcément de réaction ou de questions de votre côté. Alors je vois que le temps passe
bien trop vite par rapport à ce que j'avais envisagé, mais je vais quand même vous présenter la vidéo qui est juste là. Alors attention, le son peut être un peu fort, je vous préviens. On y va dans 3, 2, 1, c'est parti. La qualité de vie au travail, qu'est-ce que c'est? La qualité de vie au travail, on en parle beaucoup. Mais dans le fond, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une démarche qui vise à combiner performance de l'entreprise et bien-être des salariés. Et pour y parvenir, on cherche à améliorer ensemble la façon de travailler. Et oui, c'est bien le travail qui est au cœur de la démarche, pas les à côté. Parce qu'améliorer le travail, ça profite à tous. Aux clients, puis à l'entreprise, et aux salariés, bien sûr. Une démarche qualité de vie au travail, ça permet de résoudre les problèmes importants, de production ou d'absentéisme, par exemple, de faciliter les changements, d'innover et de répondre aux obligations réglementaires. Voilà, une démarche collective qui améliore concrètement la façon de travailler pour combiner performance et bien-être. C'est ça, la qualité de vie au travail. Et les lundis seront plus faciles. Voilà, la promesse des lundis plus faciles, c'est un objectif ambitieux, mais pourquoi pas. Alors, les 3 dimensions, rapidement, les 3 dimensions de la QVCT. Important que vous l'ayez en tête, ce truc-là. C'est d'abord un objet. Le travail, son organisation, ses conditions de réalisation. Voilà, c'est d'abord la qualité de vie au travail comme objet. Mais c'est aussi, et j'ai envie de dire surtout, c'est aussi une méthode. Une démarche qualité de vie au travail, elle n'est pas faite en solo par le ou la RH et le ou la dirigeante un vendredi soir entre 16h et 18h. Si c'est ça qui vous est promis ou qui vous est proposé en démarche QVCT, il y a peut-être un loup. Et c'est dommage parce qu'on passe à côté d'une méthode qui permet d'impliquer un petit peu tout le monde, on va le voir tout à l'heure. Voilà, donc une démarche QVCT, c'est un objet, une méthode et puis également évidemment un objectif, l'ambition de faire du travail un levier d'amélioration de la santé des salariés, mais également de la performance. Une forme d'équilibre. D'ailleurs, voilà, je vous parlais de méthode, bah, c'est une démarche qui se veut collectif. Concilier performance et bien-être nécessite de prendre en compte les différents points de vue de l'entreprise et d'associer tous les acteurs. Et ça, dans toutes les différentes étapes d'une démarche QVCT. Exemple, hein, l'ARAC, quand on va intervenir dans une structure, on va s'assurer de la qualité du dialogue social, des partenaires sociaux. On va s'assurer également qu'autour de la table et en termes d'interlocuteurs, on est représentant de la direction, RH, manager, dirigeant ou dirigeante. Et puis également, représentant du personnel, élu ou pas forcément, hein, mais qu'on ait bah, voilà, différentes visions de l'entreprise, des cœurs de métier de l'entreprise, des acteurs de l'entreprise, parfois les clients de l'entreprise qui peuvent aussi avoir un mot à dire. C'est important pardon, d'avoir ces différentes visions de la structure et du travail pour essayer de l'améliorer. Une démarche adaptée est intégrée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de recette toute faite. Chaque entreprise doit trouver la sienne et sa façon de faire en fonction de ses enjeux, ses priorités, ses moyens. Je vous donnais l'exemple d'une structure tout à l'heure, 4 salariés avec une autre de 230 salariés. La façon de faire, la grande démarche globale sera à peu près la même. Par contre, en termes d'enjeux, en termes de ressources mobilisables, en termes de groupes de travail créés, en termes de thématiques travaillées, bah, ça va être différent, bien évidemment. Et puis enfin, une démarche centrée sur le travail, la façon de travailler. Le cœur de la QVCT, c'est le travail, pour mettre à l'écart hein, tous les éléments un peu périphériques, baby-foot, tout ça, salle de pause, tout ça. Lorsque les salariés peuvent faire un travail de qualité et proposer des améliorations, c'est favorable à la fois à la performance de l'entreprise et au bien-être des salariés. Évidemment, si il n'y a que des actions qui vont favoriser la performance de l'entreprise, peut-être que le bien-être des salariés et leur santé va en pâtir. Et l'inverse également, si on favorise que le bien-être avec du massage et choses comme ça, c'est pas quelque chose qui est viable sur le long terme. Et puis la performance de l'entreprise peut s'y voir un peu affectée. Donc personne forcément va s'y retrouver. Donc une démarche QVCT vise à conjuguer les deux. En grande thématique, donc là je vais vous présenter la marguerite QVT. On a QVCT, on a en thématique organisation, contenu et réalisation du travail, avec toutes les questions autour des sujets d'entreprise qui peuvent être sur l'autonomie, répartition de la charge de travail, clarté des consignes, charge de travail, hein, grosse thématique qui revient depuis le Covid, depuis 2021. Moi j'ai beaucoup de demandes sur cette question-là. Une grosse
autre thématique de la QVCT, projet d'entreprise et management. Est-ce qu'il y a une clarté des rôles? Est-ce qu'il y a un partage de la stratégie d'entreprise? Est-ce qu'il y a une information et la diffusion des rôles de chacun, de ses objectifs? Ben voilà où va l'entreprise, où on en est aujourd'hui. Des thématiques sur l'égalité au travail. J'ai des structures, par exemple, qui veulent bosser sur le handicap, sur la conciliation vie pro, vie perso. Ben, tout ça, ça peut être travaillé d'une façon démarche qualité de vie au travail. Santé au travail, bien évidemment. MASH est mise à jour du document unique d'évaluation des risques. Par exemple, il y a des structures qui se lancent là-dessus via une démarche QVCT, un aménagement des postes, une optimisation des déplacements, prévention des violences sexistes et sexuelles au travail. Voilà. Pardonnez-moi. Autre thématique potentiellement sur la QVCT, dialogue professionnel et dialogue social. Tiens, bah, on a un CSE avec un dialogue social qui est un peu compliqué, ou voire qui est même complètement rompu. Bah, ça peut être intéressant de retravailler ça sur un volet QVCT, relations au travail, organisation des réunions, rôle des instances par exemple. Et puis enfin, la dernière facette de cette marguerite QVCT, compétences et parcours professionnels. Je vais revoir mon parcours d'intégration, je vais revoir ma plateforme de formation, mon plan de formation, mes entretiens individuels. La thématique hyper facile, entre guillemets, que j'encourage moi les structures à y aller quand elles veulent bosser sur leur marque employeur et sur l'attractivité, c'est OK, revoyez votre parcours d'intégration. C'est un sujet sur lequel tout le monde peut dire quelque chose, parce que tout le monde est passé par un parcours d'intégration. C'est comme l'école, tout le monde a des choses à dire sur l'école. Sur l'intégration, tout le monde a des choses à dire sur un processus d'intégration. Et donc, vous pouvez mettre en place une démarche collective qui va impliquer l'ensemble des acteurs de l'entreprise de façon très positive et avoir des résultats très convaincants. J'ai beaucoup de structures qui ont commencé par ça. Voilà, donc pour la marguerite QVCT. Je vois qu'il n'y a pas encore de questions. Rappelez-vous, moi j'ai besoin de questions pour me nourrir. Donc il faut que ça soit donnant ce matin. Un exemple de démarche QVCT, on a une structure Bionéo, ils sont basés à La Roche-sur-Yon, protection de nuisances animales. Eux, ils ont bossé sur la QVCT sur 2 sujets. Transmission des savoirs, parce qu'ils sont en forte expansion, donc transmission des savoirs, et puis également sur le volet sécurité des postes au travail. Donc vous voyez, par rapport à la marguerite QVCT, tout à l'heure, on était sur 2 grandes thématiques, quoi. Aux structures, PVE, 60 salariés, eux, ils ont décidé de travailler sur un gros sujet, rémunération. Waouh, c'est ressorti au moment du diagnostic. Ils ont choisi quand même d'y aller. Le directeur a dit, bon, ok, d'accord, c'est ressorti comme une grosse thématique, donc on y va sur les rémunérations. Et puis également sur un autre aspect, réorganisation de l'atelier. Aux structures, taille différente, 28 salariés, à l'INTP, basé toujours en Vendée. Réorganisation des espaces de stockage, ils ont décidé de bosser. Vous voyez, très concret, hein, on part de la rémunération menée façon démarche QVCT à réorganisation des espaces de stockage menée de façon QVCT. Et puis une autre structure, ICEDAP, 12 salariés, et eux, c'était pour la mise en place des horaires flexibles. Donc, différentes tailles d'entreprise, différentes thématiques, bossées par les structures. Une grande démarche, si vous devez retenir peut-être une diapo, ça sera peut-être celle-ci. Le cadrage d'une démarche, une démarche QVCT, ça commence par un cadre. OK, on est, par exemple, l'entreprise Bionéo. Voilà comment on va bosser sur notre démarche qualité de vie au travail. Vous créez un petit groupe de travail, un petit COPIL, voilà, comité de pilotage. On va se mettre d'accord sur une définition de la QVCT, les enjeux, OK, sur quoi on doit bosser aujourd'hui. Souvent, pour une thématique marque employeur, bah, ça va être, OK, nos enjeux, c'est quoi aujourd'hui? Bah, c'est qu'on n'arrive pas à répondre aux commandes parce qu'on n'est pas assez. L'autre enjeu, c'est d'augmenter notre capacité de production, de recruter tel type de profil. Voilà. Identifier les enjeux. OK, très bien. Comment on va en faire? Comment on va bosser ensemble sur cette thématique? Le deuxième élément, le deuxième gros point, ça va être le diagnostic. OK, identifier les chantiers à traiter. La troisième, ça va être l'expérimentation. Expérimenter une nouvelle façon de travailler. On va le voir un petit peu après. Et puis enfin, la pérennisation. Comment on fait en sorte de préserver tout ce qui a été mis en place, de le préserver sur les 2, 3, 4, 5 prochaines années. Parce que le pire, évidemment, c'est de proposer, de créer, d'expérimenter une nouvelle façon de faire. Et puis dans 2 ans et demi, on se dit, ah bah en fait, on ne sait pas comment on a fait, et on retourne à un fonctionnement ultérieur. Donc l'étape de la pérennisation, elle est souvent passée à côté, mais elle est pourtant importante. Je vois qu'il y avait une main levée, peut-être que vous pouvez poser votre question sur le chat, peut-être en priorité si c'était possible de votre côté.
Ouais, alors il y a une première question aussi de Mélina Cugnot de Solutions Co. Comment sont remontées les thématiques à travailler en priorité? Ah, excellente question. On va y passer juste sur la diapo d'après, juste sur les éléments de diagnostic, si vous voulez bien. Ok. Et puis donc une autre question, je propose aux entreprises transport logistique de rentrer dans une démarche de marque employeur. Il serait bien en amont de leur donner les relais pour faire un audit, comme vous dites. Qui peuvent-elles contacter? Ouais, ok. Alors, pour accompagner, alors juste ce que je comprends en amont de relais. Alors, pour faire des audits potentiellement aussi, ça va être des outils de diagnostic. Je vais vous en présenter un juste après. Là, ça répond peut-être à la question. On va voir. Pour faire des audits, hein, vous avez des structures type ARAC, mais vous avez également plein de cabinets de consultants qui peuvent éventuellement vous aider à faire des audits, des choses comme ça. Hein. Et puis encore, donc deux autres questions. Alors la première, avez-vous des exemples de pérennisation? Oui. Ah, des exemples de pérennisation, on en a plein. Hein. C'est toutes les sources d'entreprises qu'on a accompagnées et qui vont essayer de faire perdurer leur démarche. Euh, le truc le plus simple, hein, globalement, c'est que vous avez un copil qui a été créé dès le début de la démarche. Vous savez, le cadré, là. Il a mené, ou avec un groupe de travail, a mené des expérimentations. La pérennisation, ça passe par on cale. À partir du moment où on a décidé que l'expérimentation était validée, qu'on l'a diffusée à l'ensemble de la structure, ok, par exemple, on est le 1er janvier 2023, et ben, on cale un point dans 3 mois, un point dans 6 mois et un point peut-être en décembre 2023, voilà. 3 points dans l'année, où on réunit de nouveau les membres du COPIL et on regarde si ce qu'on a mis en place, est-ce que c'est encore d'actualité aujourd'hui? Et est-ce qu'il y a eu encore des mouvements? Est-ce qu'il y a eu des choses qui finalement sur le long terme n'ont pas été convaincants et que du coup il faut revoir? Et on peut l'inscrire potentiellement dans des processus, dans des méthodes. Il y a souvent des structures qui l'inscrivent aussi parfois dans des protocoles. Bah voilà, comment on fait en sorte, par exemple, pour la réponse aux fournisseurs, bah, a été travaillé pendant l'année 2023 tel type de réponse. Maintenant, c'est comme ça, c'est dans cette règle et c'est écrit dans les documents de l'entreprise. Parfois même, c'est des ajouts dans les réglementations intérieures. La pérennisation, hein, c'est en faire en sorte de de pas voir ce qui a été travaillé pendant un bon moment se ramasser, quoi. Exemple, pour un process d'intégration, comment on fait en sorte que le document il soit encore utilisé par les nouveaux arrivants dans 3 ans? Bah, ça veut dire qu'il faut le mettre à jour, sûrement. Peut-être qu'il faut revoir le canal. Voilà. Donc, la meilleure chose à faire, c'est des petits groupes de travail, un petit groupe de travail qui va suivre sur la durée. Pas besoin de faire des réunions de 3 heures, hein, mais c'est juste de voir 45 minutes à dire, bon, OK, on a mis en place ça. Est-ce que ça perdure dans le temps? Sinon, qu'est-ce qui fait que, et comment on fait en sorte de perdurer dans le temps? Ok. Et alors il y avait aussi une question, combien de temps pour mener la démarche dans vos exemples? Ouais. Alors, je vais vous en présenter un petit dispositif là que l'ARACT mène de façon collective. Ça va dépendre de la thématique et ça va dépendre de l'agilité de l'entreprise. Moi, j'ai des exemples très marquants des structures qui vont mettre littéralement 18 mois entre le moment où je leur ai donné tous les outils pour réaliser la démarche et le moment où elles vont commencer l'expérimentation. Donc, c'est même pas terminé, hein, c'est commencer l'expérimentation. Et d'autres structures, peut-être un peu plus agiles, habituées à aller plus vite, ou que le sujet est vraiment prioritaire, ou vraiment convaincus de l'intérêt de la démarche, qui en 3 mois vont pouvoir mettre un truc en place, quoi. Ça va dépendre de la taille de l'entreprise, de ses ressources, et puis également de la thématique travaillée. C'est pour ça que ça peut être intéressant dans une démarche, dans le cadrage et dans le diagnostic, d'identifier une thématique, comme je vous disais, qui est assez légère. Par exemple, l'intégration des nouveaux salariés. Je vois juste une remarque. Il existe une prestation PCRH proposée aux employeurs qui peut être à la base pour travailler sur une question. Tout à fait. PCRH, notamment, alors PCRH, prestation conseil RH. Donc, c'est des consultants et des consultantes qui se voient leur intervention préfinancée ou déjà financée, je ne sais plus comment, le point du détail, mais globalement, le coût est soit considérablement réduit, soit complètement pris en charge par pour les entreprises. C'est pris en charge par la région, je crois, ou l'État en région. Ça permet des interventions de qualité, hein, de consultants et consultantes. L'ARACT, notamment, participe à la validation des dossiers proposés par les consultantes et consultants. Hein. C'est une grosse partie de notre travail, notamment en ce moment. Voilà, prise en charge par l'État nous apporte comme précision Ouais. Et nickel. effectivement, c'est selon la taille de l'entreprise. Vous allez retrouver sur le site de la DRETS Pays de la Loire les critères et puis voilà, les conditions pour pouvoir bénéficier d'aide de l'État pour la prise en charge d'une prestation PCRH.
Et vous avez tout le listing, notamment vous avez prestations PCRH, Pays de la Loire, vous avez tout le listing des personnes qui peuvent vous accompagner là-dessus. Voilà. Alors, pour répondre du coup aux 2 ou 3 premières questions, je ne sais plus, sur éventuellement arriver à identifier quelle thématique sur laquelle on va bosser, je vous propose, alors, je vois le temps qui passe très très vite, donc on va passer je la passe très vite celle-là, on va plutôt passer sur l'outil de diagnostic, et si on a le temps, je reviendrai sur éventuellement des écueils, des petits conseils, tout ça. Sinon, vous pourrez en prendre connaissance dans le document qui vous sera envoyé par Bertrand. Quel élément de diagnostic pour la QVCT? Alors, moi je vous pose la question aussi, par quel outil vous pourriez réaliser un diagnostic dans votre entreprise? Dans une entreprise, alors dans votre entreprise ou dans une entreprise que vous accompagnez ou avec qui vous êtes en lien, par quel outil elle peut réaliser un diagnostic? Je vois le questionnaire. Ouais. Globalement, on a l'analyse des données, par exemple les documents d'évaluation des risques, la BDES, tout ça peut être des éléments intéressants pour, tiens, il y a des thématiques particulières, des chiffres qui nous donnent, des données qui nous donnent des priorités peut-être à travailler. Ça peut être par les entretiens collectifs ou individuels, ou les deux en même temps. Ça peut être par des questionnaires. On en fait aussi beaucoup à la RAC. Ça peut être les 3 mélangés. Bon, là, il faut se lever tôt parce que ça fait un diagnostic très, très approfondi. Il y a via, je vois une mutuelle d'entreprise, via les entretiens avec les managers, tout à fait. Tout ça peut être des éléments de diagnostic et de prise de température. Je vous propose un outil que l'ARAC Pays de la Loire a développé, qui est aujourd'hui disponible via l'ANACT. Ça a longtemps été un outil, je vous précise dès maintenant, ça a longtemps été un outil qui a été gratuit sur le site internet, qui ne l'est plus parce qu'il fonctionne très bien, mais il est trouvable à 30 € sur le site de l'ANACT. Et puis surtout, si vous avez envie, on peut potentiellement vous le prêter aussi à l'ANACT. On est basé à Angers, on est présent sur... Bon, bref, jeu ou pas, que vous utilisez celui-là ou un autre, peu m'importe, juste sur les éléments de diagnostic et sur la façon de faire, c'est ça qui va m'intéresser et que j'aimerais bien sur lequel vous soyez vigilant. L'essentiel QVCT, ça permet d'identifier les leviers sur lesquels l'entreprise peut s'appuyer pour améliorer son attractivité et fidéliser ses salariés. Un outil peut réaliser le diagnostic et construire un plan d'action. Globalement, c'est quoi? Vous avez 32 cartes qui relèvent de la qualité de vie au travail. Rappelez-vous les 6 pétales de la qualité de vie au travail qu'on a vu tout à l'heure. Vous avez de ces pétales-là, vous pouvez identifier plusieurs thématiques. Par exemple, là, si on zoome, on voit droit à l'erreur et à l'expérimentation, organisation des absences des salariés, ou par exemple, entretien individuel, ou autre thématique, organigramme et fiche de poste, ou intégration des nouveaux gens embauchés, par exemple. Donc, 32 cartes. Vous mettez autour de la table, vous prenez ces 32 cartes, vous mettez autour de la table le ou la dirigeante, le ou la RH, un ou plusieurs managers. Vous prenez un représentant ou 2 représentants du personnel élu, et puis vous prenez aussi 2 ou 3 autres personnes, éventuellement des cœurs de métier de l'entreprise. Bref, un petit groupe composé de entre 6, 8, 9 personnes, 10 ça peut aller, mais c'est un peu la limite pour qu'on ait un peu des échanges. Vous prenez ces cartes-là, et vous allez demander au groupe, ensemble, de les placer dans 4 plots. Est-ce que c'est existant et satisfaisant? Est-ce que c'est existant et à améliorer? Est-ce que c'est inexistant et non souhaité? Ou est-ce que c'est inexistant mais souhaité? Par exemple, intégration des nouveaux salariés. Et ben moi, je ne sais pas, alors salarié de l'ARACT, et ben j'aurais plutôt tendance à dire que c'est existant et satisfaisant. Ah, mais peut-être qu'à l'autre bout de la table, je vais avoir le ou la RH qui vont être plutôt à dire ouais, c'est existant, mais par contre, c'est à améliorer. Et puis une autre personne, le manager, qui va dire inexistant mais non souhaité. L'idée, c'est d'avoir un temps d'échange là-dessus sur la thématique. Voilà. Et pour une carte, par exemple, intégration des nouveaux salariés, et ben ça peut mettre, il peut y avoir un temps d'échange qui peut tout le monde peut être très rapidement d'accord sur OK, c'est existant et satisfaisant, très bien. Mais parfois, il peut y avoir 5-10 minutes parfois de discussion sur une carte pour savoir où on la met. Parce que vous l'aurez compris, le groupe doit se mettre d'accord pour savoir où on va la mettre. C'est un exercice qui est extraordinaire à faire, parce qu'en 2 heures, avec un groupe de 8-10 personnes, vous avez ce qui ressort dans l'entreprise comme ce qui est existant et satisfaisant. Et donc, tiens, ça parle à notre marque employeur parce qu'on va le mettre en évidence sur notre site internet, on va le mettre en évidence dans notre process de recrutement. Ça fonctionne, donc on va le pousser au maximum. Ça met en évidence ce qui est existant mais amélioré, ce qui est inexistant mais souhaité, ce qui est inexistant et non souhaité, tout ça, on va le laisser de côté. À la fin, il vous reste sur cette première étape,
en 1h15 globalement. Il vous reste les deux flots existants mais à améliorer et inexistants mais souhaités. Là, l'idée, il va y avoir par exemple 8 cartes dans existants mais améliorés et 10 cartes sur inexistants mais souhaités. Évidemment, l'entreprise, elle ne va pas traiter ces thématiques en même temps. Donc vient la deuxième étape de jeu qui est la priorisation. OK, sur quoi on se met d'accord et sur quoi, qu'est-ce qui va être prioritaire pour l'année à venir, par exemple, ou pour les 6 prochains mois. Là, je vous ai mis l'exemple d'une intervention d'entreprise. Leur priorité, ils avaient choisi de travailler sur 4 sujets, 4 actions en même temps, ce qui est quand même un peu ambitieux. J'étais un peu le haut là-dessus. J'aurais plutôt préconisé d'être sur 2 actions. Bon, elles ont voulu travailler sur 4 en même temps. Pourquoi pas, si elles ont des ressources pour. Elles ont décidé de choisir sur organisation de la polyvalence, articulation vie pro, vie perso, intégration des nouveaux embauchés et planification, organisation de la charge de travail. Voilà. C'est au-delà du jeu qui vous intéresse ou pas, ce que je vais vous faire comprendre à travers cet exemple-là de jeu, qui n'est même pas un jeu, hein, d'ailleurs, hein, c'est un outil d'intervention et de diagnostic, c'est que ça permet de mettre des gens autour de la table pour qu'on puisse discuter du travail, comment on le sent aujourd'hui, notre avis là-dessus, et pouvoir éventuellement agir sur le contenu de celui-ci. Ça rejoint la définition de la QVCT que je vous donnais tout à l'heure. Donc, un outil de questionnaire, un outil d'analyse de données, pourquoi pas, très bien, moi ça me va très bien. Par contre, ça peut être intéressant quand même que ça soit complété par des temps d'échange, par des individuels ou collectifs, pourquoi pas. Tout ça, ça prend du temps. Moi, j'en ai beaucoup fait dans mes précédentes expériences professionnelles, hein, des questionnaires, des entretiens individuels collectifs, ça peut prendre énormément de temps. Ce jeu-là permet d'être un petit peu plus rapide, voire beaucoup plus rapide. Vous l'aurez compris que j'aime beaucoup, moi, et ça a un peu révolutionné ma pratique en intervention. C'est un exemple potentiellement d'intervention, de diagnostic qui peut être fait. J'espère que ça a répondu sur le site internet, enfin, ça a répondu sur les 2 questions qui étaient posées au tout début. Je vois une demande, un questionnement de Sandrine Nicole Pôle emploi. Ces kits peuvent se télécharger via le site internet de l'ARACT. Comme je vous disais, il a longtemps été gratuit sur notre site internet et il a été un peu victime de son succès. Il a été repris à l'échelle nationale. C'est une collègue qui l'a fait, qui s'appelle Nathalie Gauvry. Ça a tellement bien marché, donc repris au national. Et aujourd'hui, on ne peut plus le donner comme ça. Donc, il est à l'achat à 30 €. Comme je vous le disais, si vous avez un intérêt particulier pour le tester une première fois, vous me passez un coup de fil, un email, on essaie de trouver une possibilité de vous le déposer, par exemple. Voilà. Voilà. Donc, l'outil en tant que tel, OK, mais c'est aussi la méthode, la façon de faire qui est importante et que j'aimerais bien que vous puissiez retenir aujourd'hui. Donc, 4 points essentiels. Je vois que le temps défile là, il va nous rester 10 petites minutes. Si vous avez des questions, ça serait dommage. 4 points essentiels. Toute entreprise a une marque employeur, bien évidemment. Plus ou moins visible, plus ou moins connue, plus ou moins forte. Pardon. La démarche d'une marque employeur, évidemment, ne consiste pas à s'inventer une nouvelle marque, ça ferait trop de travail, mais plutôt à développer, évidemment, parfois à la corriger ou à l'améliorer ce qui existe déjà. La marque employeur s'appuie sur des éléments d'identité et de traits distinctifs vrais. C'est important, bien évidemment, d'avoir la crédibilité sur ce qui est proposé dans le cadre de la marque employeur. Et je vous le disais, si vous proposez juste des choses sur le processus de recrutement et sur le processus de recrutement et qu'à l'intérieur de la coquille, c'est vide ou c'est complètement creux, les salariés ne vont pas forcément rester. Et ça va encourager évidemment un départ. Décidément. Le troisième point, la marque employeur nécessite une démarche structurée. C'est aussi ce que propose une démarche QVCT, que ça ne soit pas une démarche qui est faite au coup par coup. Tiens, on fait ça, et puis je me lève le lendemain et puis je refais ça. Ça peut être pas mal quand même d'avoir une démarche qui est un peu structurée. Donc, pas une somme d'actions ponctuelles opportunistes et décousues. D'avoir un truc avec un groupe de travail qui ne va pas se revoir et peut faire des réunions à n'en plus finir, hein, mais une démarche un petit peu structurée. Avec un timing qu'on aura décidé, comme je vous le disais tout à l'heure, est-ce qu'on part plutôt sur 1 an ou est-ce qu'on part plutôt sur 3, 4, 5 mois pour un petit projet? Et enfin, la marque employeur concerne l'externe comme l'interne de l'entreprise. Les cibles de la marque employeur sont les candidats potentiels au même titre, évidemment, que les collaborateurs de l'entreprise. Une entreprise qui va mettre le paquet sur une marque employeur à destination des personnes externes, ça peut être très mal vécu. Si en interne, il y a des choses qui mériteraient pourtant d'être travaillées en priorité. Voilà. Un exemple d'intervention
fait. Je vais passer ça en revue. Ce qui m'intéresse là plutôt, c'est que vous soyez le plus autonome possible derrière après cette visio-là. Euh, je vais vous montrer juste quelques petits outils qui existent. Vous trouverez les liens évidemment sur le document là. Alors, je vous repartage un écran. On fait ça très vite. Hop, vous avez normalement, il est où? Il est là. Mon Adobe qui est ouvert et vous avez un référentiel qualité de vie au travail. Donc ça, c'est les documents que vous pouvez trouver sur le site internet de l'ANAC qui sont plutôt bien foutus. Un 18 pages, il est assez court. Évidemment, on a cette volonté de faire des trucs un peu opérationnels. C'est complémentaire de d'autres documents que je vais vous montrer tout à l'heure. Mais un référentiel qualité de vie au travail et des conditions de travail avec, voilà, introduction, des idées clés, pardon, principes et méthodes de la démarche, les sujets qu'on a vu tout à l'heure avec les 6 pétas de la qualité de vie au travail. Ça peut vous donner des exemples, vous nourrir, potentiellement aussi être des documents que vous pouvez donner à vos interlocuteurs, entreprises qui veulent bosser sur marque employeur, attractivité, recrutement, des choses comme ça. Et le gros document que moi j'aime beaucoup, ne vous arrêtez pas au titre dans les établissements médico-sociaux parce que ça serait dommage, parce que c'est un outil qui permet de mettre en évidence plein d'outils. Et là, vraiment, une entreprise qui a envie de se lancer dans la démarche avec ce type de document, plus le référentiel que je vous montrais tout à l'heure, franchement, elle est quasiment autonome pour réaliser une démarche en interne. Évidemment, si vous avez des questions, des remarques, vous avez des consultants qui peuvent vous aider. Et puis également, vous avez l'ARACT, éventuellement, s'il y avait des questions, des remarques là-dessus. Mais, pardon, vous trouvez du coup ce document-là à télécharger très facilement et avec plein d'outils, plein d'exemples clés. Notamment, par exemple, bah voilà, sur les différentes étapes d'une démarche qualité de vie au travail. Tiens, bah, je suis dans mon état des lieux, bah voilà, le classeur QVTT, les résultats de notre état des lieux, les enseignements clés, des choses comme ça. Voilà, ça c'était important de vous le présenter. Et puis également, je vous présente un autre élément que je trouve, alors, ils sont un peu perfectibles, mais ils sont quand même intéressants. Hop, j'ai perdu mon partage, je ne peux plus partager. Si, c'est bon. Hop, hop, voilà. Vous avez d'abord le site internet de l'ANAC, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Je vous invite à aller sur ressources. Vous choisissez votre thème, par exemple, qualité de vie et des conditions de travail. Vous tapez sur filtrer et vous avez tout ce qui relève de la qualité de vie au travail qui a été sorti par le réseau depuis ces dernières années. Donc, il a des petits défauts ce site internet, par contre en termes de ressources, vous allez trouver quand même pas mal d'éléments. Et pareil, si vous cliquez sur thème là, vous cliquez par exemple sur qualité de vie et les conditions de travail, et bien pareil, avec des outils de veille, des vidéos, des questions-réponses, des choses comme ça pour vous aider éventuellement à mener vos démarches en interne. Vous avez le site internet de l'ARAC Pays de la Loire pour trouver nos contacts éventuellement, et puis également d'autres thématiques, des formations, des petits outils, des choses comme ça. Et puis également, évidemment, vous avez le site du Carrefour F, avec pas mal de replays, notamment le replay d'aujourd'hui qui sera présent, je crois, Bertrand. Et voilà, vous pourrez trouver tout ça assez facilement aussi. Oui, tout à fait. Alors, n'hésitez pas, il est 11h55. Si vous avez des dernières questions à poser à Pierre Grimaud, n'hésitez pas, c'est le moment. Alors, l'outil diagnostic a visiblement suscite de l'intérêt. Il y a une question, est-ce qu'il y a une méthode pour animer le jeu? Et puis, d'autre part, je vois aussi l'AFT Transport Logistique qui nous dit, est-ce que, si je comprends que si achat c'est libre de droit, merci, car il semble intéressant de proposer l'utilisation de l'outil du jeu pour les mettre, pour les aider à rentrer dans notre démarche ambassadeur emploi transport logistique. Ouais. Alors, sur les méthodos, il y a une méthode qui est très très simple et on pourra éventuellement se rencontrer où, on fait souvent des sensibilisations, des choses comme ça pour présenter les jeux. Donc, vous pouvez vous y inscrire. Et puis, enfin, vraiment, le truc le plus simple, hein, nous, on traite les demandes chaque semaine avec mon équipe. Vous nous envoyez un petit mail et puis on voit ce qui est possible. On peut venir se déplacer dans vos locaux, vous présenter le jeu, et après, vous pouvez le faire peut-être en autonomie plus tard, ou vous réunissez un ensemble de partenaires, d'entreprises, tout ça, et nous, on vient l'animer une première fois, et après, les entreprises, elles sont autonomes pour le faire. Il y a plein de façons d'animer. Vraiment, vous avez un besoin, une idée, tout ça, on voit comment on peut s'adapter. Et puis, je fais partie de l'AFT Transport Logistique. Que si c'est achat libre de droit, vous me posez une colle, mais si vous l'achetez, vous pouvez évidemment l'utiliser. Voilà. Je vous invite pareil, association de la branche, passez-nous un petit coup de fil ou un email, et puis on voit ce qui est possible de faire en termes d'animation
pour les personnes autour de la table, on se déplace et puis voilà, ça peut aussi se faire comme ça. Et je le répète, hein, à destination d'entreprises, des collectifs, des partenaires, et puis également des consultants ou consultantes, hein. On a beaucoup d'actions à destination de ce public-là, que ce soit nos sites internet, LinkedIn, des choses comme ça. Et puis on fait des animations très spécifiques parfois à destination des consultants, parce que on est une petite équipe, hein, on est une dizaine. Le meilleur moyen de toucher le plus grand nombre d'entreprises, bah, c'est d'être en collaboration avec ces consultants et consultants. Alors moi, j'ai une dernière petite question, Pierre. L'ARACT accompagne les entreprises donc sur des actions co-QVT notamment, etc. On retrouvera ça dans le support. Est-ce que vous voyez les lignes bouger là ces derniers mois, ces dernières années en entreprise, du fait aussi des tensions sur le recrutement? Est-ce que ça bouge dans les entreprises aujourd'hui? Bah, on a, nous, depuis historiquement, au Pays de la Loire, on était l'une des régions en France dans les ARACT à être les plus en avance sur la question de l'attractivité, parce que bah, c'est depuis longtemps quand même une thématique que les employeurs ont du mal en Pays de la Loire notamment à travailler. C'était pas du tout le même travail dans les ARACT, par exemple en Grand Est, ils avaient d'autres problématiques. Nous, Mmh. au Pays de la Loire, beaucoup d'attractivité. Donc là, ça continue encore largement. Moi, je vois un peu des évolutions également pour arriver à proposer aussi à des nouveaux salariés et des salariés peut-être un peu plus jeunes, un environnement de travail qui est un peu safe, entre guillemets. Moi, je vois beaucoup de demandes sur la question de la charge de travail, notamment avec l'apparition du Covid, et puis sur les violences sexistes et sexuelles au travail, qui n'était pas forcément un sujet d'action il y a encore 4-5 ans à la RAC Pays de la Loire. Et pour autant, là, il y a beaucoup de demandes parce que bah, tout simplement, une entreprise, et ça rejoint la marque employeur, une entreprise où on sait que bah, des conditions de travail sont un peu dégradées et qu'il y a du sexisme un petit peu fortement répandu, bah, les salariés qui voudraient venir peuvent l'apprendre très facilement et ne vont pas venir parce qu'en termes de conditions de travail, c'est pas possible, quoi. Mmh. Donc plutôt, voilà, ces thématiques-là, attractivité, bien évidemment, ça reste. Présenter un contexte de travail un peu safe. Et puis voilà, cette question de la charge de travail qui est revenue beaucoup avec le travail hybride, le télétravail, tout ça. Donc qui est revenu aussi pas mal. Ça, c'est les grosses évolutions. On voit également, je vous en parlais rapidement tout à l'heure, la semaine de 4 jours aussi. Il y a des structures qui se lancent un peu sur cette thématique aussi. OK. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. Il est 11h59. Je vois pas d'autres questions pour le moment dans le chat. Donc, ben, on va pouvoir conclure. Le lien avec la charge de travail, voilà, j'en profite pour vous dire que le 28 novembre, on organise un webinaire sur la sensibilisation à l'accompagnement spécifique des personnes en ou après burn-out. On sait que c'est vraiment aussi un sujet d'actualité. Et puis, vous rappelez aussi que sur notre page professionnalisation, donc sur le site Pro Choisir mon métier, vous retrouverez toutes les actions à venir. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire sur le site, enfin, aller sur cette page pour vous inscrire aux prochaines actions et Ouais. je te laisse conclure, Pierre. Ouais, j'en profite, c'est vrai que tu m'as relancé là-dessus, j'ai pas réagi. Action Co QVCT, on a un dispositif à destination des entreprises à l'échelle territoriale. C'est un petit truc qui fonctionne plutôt bien là en Vendée. Si vous êtes un partenaire membre d'un CLEFOP et d'un territoire où vous pensez qu'il y a une, deux, trois structures qui sont partantes et qui aimeraient travailler par exemple sur l'attractivité, sur le recrutement, des choses comme ça, on a un truc qui est cousu main et qui fonctionne plutôt bien. Donc, n'hésitez pas. Pareil, un petit mail, un contact pour en savoir plus. Ça s'appelle Action Co-QVT. Et voilà, ça propose l'accompagnement d'entreprises sur 3 demi-journées sur cette thématique QVCT ou attractivité, qui peut être très, 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 très chouette. Voilà. Puis j'aimerais bien essayer de toucher d'autres départements que la Vendée. Et c'est un accompagnement qui est gratuit donc pour les Oui, entreprises, hein. bien Ouais, évidemment, c'est ouais, gratuit pour l'entreprise. ouais. Et puis surtout à l'échelle d'un territoire, eh ben, il y a des communautés de communes et qui communiquent beaucoup dessus parce que, ah bah, vous voyez, notre territoire, il propose des trucs sur la QVCT, tout ça. Donc, à l'échelle d'un territoire, ça peut être assez intéressant pour un Cléfob, un truc comme ça. Mmh. OK. Merci beaucoup Pierre. Si ça te va, on conclut et puis, merci à vous pour vos questions, vos participations au quiz et cetera et puis donc, comme Pierre l'a dit tout à l'heure, vous retrouverez, le replay de ce webinaire sur notre site internet et puis on va vous envoyer, aujourd'hui ou demain le support, qui vous a été présenté et puis un formulaire d'évaluation aussi pour ce webinaire. Donc, voilà, il me reste à vous souhaiter à tous une bonne journée. À bientôt! Au revoir!